Nous sommes aujourd'hui dans la troisième édition de la journée scientifique de l'École supérieure de photonie d'Haïti, dont la thématique aujourd'hui est recherche scientifique, innovation et développement dans un pays du Sud, Haïti. Et vous savez, quand on est comme moi, quelqu'un qui vient de notre pays, c'est très difficile de faire une présentation et de terminer avec des conclusions. C'est pas le propos. Donc, je vais plutôt poser des questions, je vais plutôt prendre cette approche-là si vous le souhaitez. Et oui, dans un pays du Sud, 2 points Haïti, mais dans les faits, la thématique, elle est valable dans tous les pays. Vous savez, c'est simplement qu'on n'en est pas tous rendus au même point dans le développement, mais la thématique que je vais aborder, vous allez voir dans quelques minutes, les points que j'ai soulevés, les questions que je vais poser, sont aussi valables en France, au Québec ou ailleurs dans le monde. Développer une recherche scientifique, innover et se développer, c'est une problématique qui concerne tous les pays du monde. Maintenant, on regardera quelques outils qui sont en développement présentement en Haïti pour y parvenir. Alors, le titre de la présentation aujourd'hui, et j'ai aidé à la formulation du titre, mais aujourd'hui même, j'aurais moi-même encore le goût de le modifier un petit peu. J'ai écrit « Encourager la recherche et l'innovation dans les secteurs scientifiques », comment s'y prendre. Encourager, c'est un bon terme, mais développer, ça serait peut-être un terme plus actuel, plus précis. L'encouragement, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On est rendu à une phase où on souhaite développer la recherche et l'innovation dans les secteurs scientifiques en Haïti. Comment s'y prendre? Donc, la mission du Bureau Caraïbes, à nouveau, elle est auprès de nos membres. Nos membres, ce sont les universités, et ça me prend un interlocuteur au sein de chaque université, ce sont les recteurs. Et ce qu'on souhaite développer, c'est le système universitaire. Ce ne sont pas les individus individuellement. Ça concerne l'université. Mais nous, notre bureau, on travaille auprès des universités. Donc, quand vous venez me voir sur une base personnelle, M. Charbonneau, j'aimerais aller faire ma maîtrise en France, je ne suis pas en train de développer Haïti. Que vous allez faire votre maîtrise en France et que 6 d'entre vous sur 10 finissez votre carrière en France, ça n'aide pas Haïti. Donc, notre objectif pour nous, c'est de développer les universités à ce structure. Quand on va parler un petit peu plus loin du Collège doctoral d'Haïti, comprenez bien qu'il s'agit d'une initiative à la demande des universités haïtiennes pour développer les programmes de doctorat dans les structures universitaires d'Haïti. Et c'est très différent que de former des docteurs. Les initiatives pour former des docteurs, c'est très facile. On sort beaucoup moins d'argent qu'on fait pour le collège doctoral. On envoie les gens faire leur doctorat en France ou au Québec, ils reviennent de en Haïti, vous avez un doctorat, ça se trouve sur Haïti. Donc, pour ça, ça coûte plus cher, mais de développer un collège doctoral en Haïti, ça, c'est une action pour nous qui est structurante. Donc, on cherche à avoir des actions structurantes pour le pays, pour le système universitaire du pays. Et notre mission, elle se décline dans 4 grands axes. C'est le soutien aux programmes de formation, développer des programmes de licence, master, maîtrise, doctorat. Un soutien à la recherche, on va en parler beaucoup aujourd'hui. La gouvernance universitaire. Alors, quand on souhaite développer des structures, il y a toute une gouvernance à mettre en place pour y parvenir correctement, convenablement. Et le soutien également au rayonnement, manifestations scientifiques, à l'organisation de congrès, colloques, séminaires. Donc, aujourd'hui, on a une journée qui peut être vue comme un séminaire. Ben, justement, il y a un financement qui est accordé à l'AUF, à l'École supérieure de photonique qui en a fait la demande par un mécanisme d'appel d'offres public et qui, effectivement, donc c'est vu dans les finalistes retenus pour fin de subvention. Et donc, ben voilà, je suis rendu aujourd'hui à 53 ans, donc 53 moins 18, universitaire depuis 35 ans, et dans mon rôle de doyen des partenariats avec l'Université du Québec à Ottawa, ça m'a amené à collaborer avec les universités d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord, bien sûr. Et donc, avec un ensemble de fonctions, vous savez, sur 35 ans, on fait à peu près le tour de tout ce qui peut être fait. Et donc, ça me donne une certaine expérience, surtout évidemment les universités du Nord, depuis l'année et demie, de l'Université du Sud de façon plus rapprochée, pour parler du développement et développement dans un pays du Sud. Alors ça, c'est un excellent titre. Et on comprend bien que les gens qui ont pensé à ce titre-là ont pensé dans l'ordre inverse. Ils ont pensé au développement. J'écris donc que pour prospérer, chaque pays doit maîtriser son développement. On ne peut pas le confier à l'aide internationale indéfiniment. Il faut, à un moment donné, pour un pays qui souhaite prospérer, prendre en main son développement. Il n'y a pas de démonstration à faire là. Vous le savez tous. Et donc, on doit assurer quoi? Les innovations qui sont nécessaires à notre développement. Je vais définir précisément ce qu'on entend par innovation un peu plus loin. Et donc, on doit assurer notre propre recherche scientifique, celle qui sous-tend les innovations. Et bien, c'est ça qui explique le thème qui a été retenu par les organisateurs,
On voulait parler du développement du pays et on regarde comment le système universitaire peut y répondre en reculant. Ça prend des innovations pour développer et par conséquent, il faut maîtriser notre recherche scientifique. Alors, le titre « Encourager la recherche et l'innovation dans les secteurs scientifiques, comment s'y prendre ». Ici, aujourd'hui, les secteurs scientifiques, ça sera au sens large, bien que la journée soit commanditée par l'ISI, si vous voulez, et qui disait leur secteur de développement spécifique. J'ai pris, pour la présentation d'aujourd'hui, le sens du mot scientifique, tout azimut. Donc, on parle aujourd'hui des sciences pures, bien sûr, mais également des sciences sociales, sciences humaines et tout. Et dans les faits, vous savez, la présentation est même valable pour le domaine des arts et tout. Alors, écoutez, c'est pour tout domaine universitaire que j'ai pris la question. Alors, comment s'y prendre? Ben, la question, c'est qui pose la question? Est-ce que ce sont les parents, par exemple, ou la famille qui pourrait poser la question en regardant son jeune gamin de 5 ans et se dire, est-ce qu'il y a un scientifique dans ce gamin-là? Est-ce qu'il pourrait devenir un ingénieur plus tard? Si c'est drôle comme question, on n'hésite pas à poser la question quand on parle du foot. Hein. Quand on a un garçon de 5 ans, on se demande est-ce que je peux avoir un Maradona ou un Pelé en lui, et puis dès l'âge de 5 ans, on ne se pose pas la question, on veut en faire un sportif. Après ça, on s'aperçoit qu'il n'est pas trop talentueux pour le sport, et donc on dit, ben, est-ce qu'il pourrait devenir un ingénieur? Mais on pose la question très tôt pour le développement de nos enfants. Alors, ça pourrait être les parents, la famille, ça pourrait être le système d'éducation aussi, du fondamental à l'université, qui pose la question, comme système éducatif, comment faire en sorte que la recherche et l'innovation se développent dans les secteurs scientifiques? Ça pourrait être l'État qui pose la question, un ministre de l'enseignement supérieur, de l'éducation ou autre, qui se dit ben, comment moi je ferais pour, dans mon pays, développer la recherche et l'innovation dans les secteurs scientifiques. Ça peut être la société, au-delà de l'État, il y a des entreprises de nature publique ou privée qui pourraient poser la question, j'ai besoin de faire prospérer mon entreprise, j'ai besoin qu'elle se développe de nouveaux produits, j'ai besoin qu'une recherche soit mise en place, comment puis-je contribuer à ce développement-là? Et peut-être d'autres acteurs pourraient poser également la même question. Qui ou quoi souhaite-t-on encourager? Je souhaite répondre à une question, mais j'ai besoin de bien poser la question pour être sûr que j'y réponde sous le bon ordre. Alors, souhaitons encourager des individus, des étudiants, des jeunes enfants? Est-ce qu'on souhaite encourager des jeunes qui ont 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, qui arrivent à l'université, 18, 19 ans, à soudainement se passionner pour l'innovation, les secteurs scientifiques? Souhaitons encourager des institutions universitaires, des organisations d'autres natures, des entreprises publiques ou privées? Si c'est l'État qui pose la question, bien effectivement, c'est plus que les individus qu'elle souhaite encourager à développer la recherche, c'est également les institutions universitaires et autres. Ça peut être les structures étatiques. Les universités devraient peut-être voir les structures de l'État se développer de sorte qu'elles puissent bénéficier de soutien de l'État pour la question posée. Et finalement, peut-être le troisième angle pour regarder la question générale que j'ai posée. Que souhaitons en fait encourager? Quand on parle de développement, parle-t-on de développement individuel, développement social, développement économique? Quand on parle de création, d'innovation, veut-on entendre également l'entrepreneuriat? Quand on parle de la recherche scientifique, parle-t-on de la recherche scientifique théorique, appliquée? Toutes ces questions sont bonnes. Ce que je mentionne, c'est que, dans les faits, elles sont toutes interreliées, ces questions. Il y a une certaine époque, dans les années 50, 60, 70, les gens faisaient de la science et il est apparu vraiment, je pense en mathématiques, dans le secteur je connais mieux, vraiment comme deux familles de mathématiciens. Les mathématiciens théoriques et les mathématiciens qui faisaient de l'appliqué, qui tournaient vers le génie, vous voyez. Et c'est une séparation aujourd'hui qui existe à peu près plus. C'est une fausse question. On peut poser des questions, mais certaines questions sont très mauvaises et retardent les développements. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les secteurs appliqués amènent, et les scientifiques de tout temps savent, les philosophes de 500 ans avant Jésus-Christ n'étaient pas des théoriciens ou des gens appliqués au départ. Vous savez, les gens étaient dans la nature, puis ils analysaient la nature, ils ne se posaient pas la question à ces termes-là. Et finalement, est apparu ce vocabulaire-là, qui est tout à fait justifié, mais qui doit quand même s'atténuer ou s'amenuiser avec le temps. Et donc, la recherche scientifique appliquée nourrit la recherche théorique, et la recherche théorique souhaite souvent être validée ou mener à des applications, à une technologisation, donc trouver application dans le monde concret.
Et quand on parlait des individus, leur développement, c'est bien, et ça justifie les institutions qu'il y ait des individus, bien sûr, mais on a besoin de renforcer la capacité des institutions à développer une recherche scientifique. Et l'État doit également y répondre. On est dans une situation où, vous savez, en Haïti, il n'y a pas de ministère d'enseignement supérieur, mais c'est une question qui touche l'État que de s'assurer qu'il y a une capacité de recherche scientifique qui se développe dans son pays. On ne peut pas soustraire à l'État le droit de se poser ces questions-là pour sa population, qu'il y ait ou non un ministère mis en place. Le ministère, si on lui accorde de regarder l'éducation nationale, l'éducation fondamentale, si on lui permet de regarder le développement de la formation professionnelle, la santé, la sécurité du pays, etc., tous les grands axes, évidemment, l'enseignement supérieur fait partie également d'une de ses prérogatives, de ses préoccupations qui sont importantes. Donc voilà, avec ces trois sous-questions, j'ai placé ma grande question et maintenant, j'y réponds. Dans le contexte de la journée d'aujourd'hui, je me placerai au niveau de l'université. C'est à ce niveau-là qu'on veut regarder la chose. Évidemment, j'aurai des clins d'œil vers l'individu, l'État, la société. Que souhaitons encourager? Bien sûr, les étudiants au niveau universitaire, on souhaite les encourager à devenir des chercheurs, mais on souhaite surtout voir au développement des structures universitaires, étatiques, sociales, pour permettre le développement de la recherche scientifique. Et que souhaite-t-on encourager? Eh bien, là, c'est le mot. On souhaite encourager la professionnalisation de la recherche. Et je vais l'expliciter un petit peu plus loin dans une autre diapositive, notamment de la recherche universitaire, mais également de la recherche qui peut se faire de façon extérieure aux universités. J'ai besoin de deux définitions. Je ne reviendrai pas beaucoup, pour que ce soit clair dans l'esprit. Alors, on doit distinguer entre création et innovation. Et vous savez, il y a beaucoup de termes là, qui vont revenir plus loin. Ça, on peut parler de propriété intellectuelle, on peut parler... Alors, j'ai besoin de camper, si vous voulez, juste un peu pour un peu plus loin, deux définitions. Création, c'est l'action d'établir, de fonder quelque chose qui n'existait pas encore. Action de créer une œuvre originale, une production originale, qui peut possiblement être utile ou, dans un système de valeurs données, être appréciée. Et l'innovation, c'est plutôt l'ensemble des processus ou du processus qui se déroule depuis la naissance d'une idée jusqu'à sa matérialisation, qui peut être constatée peut-être par le lancement d'un produit virtuel, pas nécessairement un produit concret, en passant par l'étude de marché, le développement du prototype et les premières étapes de la production. Alors, pour les besoins dans le développement d'une société, je prétends que la recherche scientifique doit être plus qu'un passe-temps ou un objet de curiosité. Et présentement, en Haïti, le constat que je fais en regardant les chercheurs et tout, ils ne sont pas dans des conditions optimales pour faire de la recherche. On le sait, ça prend beaucoup de financement pour faire de la recherche. C'est quelque chose qui est extrêmement dispendieux pour les nations. Et pour parler d'anecdote, en fait, quand on a, j'en parle un petit peu plus loin quand je reviendrai sur le collège doctoral d'Haïti, il y a une question qui avait été posée par un évaluateur qui était venu évaluer un laboratoire. Il avait posé comme question, en Haïti, a-t-on besoin d'une recherche? A-t-on besoin de faire une recherche? Ben, la réponse c'est oui pour tous les pays du monde. J'avais pris la parole, j'avais été un petit peu piqué par cette question-là, et j'avais posé à la personne la question, a-t-on besoin de faire de la recherche en France? C'est une bonne question. En fait, il voulait juste comprendre dans quel cadre il faisait son travail. Il ne posait pas la question pour dire le travail est inutile, mais pouvez-vous l'articuler? Pouvez-vous dire pourquoi est-ce que c'est important qu'une recherche soit développée, une recherche scientifique soit développée en Haïti structurée? La réponse, par exemple, penser à l'environnement, c'est une grande thématique présentement. Bien, quand on est dans un pays donné, bien sûr, on parlera de carbone, bien sûr, on parlera de l'amincissement de la couche d'ozone, etc., etc. Mais quand on arrive dans un pays donné, toutes ces données-là doivent être réanalysées pour le pays en question. Et Haïti a ses spécificités. On va parler de la hausse du niveau de la mer. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur Haïti? On va parler des sols, on va parler de toutes les dimensions de l'environnement. Ben, à chaque fois, ça prend des chercheurs qui viennent se pencher sur les questions spécifiques à un pays. Il n'est pas question de laisser la recherche scientifique à un autre pays, de faire des analyses pour nous. S'ils ont le temps, ils vont faire. S'ils n'ont pas le temps, ils ne le feront pas. Un pays qui veut voir à son développement se doit de développer sa capacité de recherche pour répondre à ces questions. Donc, la recherche scientifique doit être plus qu'un passe-temps ou un objet de curiosité. Vous allez faire votre doctorat à l'extérieur. Vous faites votre doctorat.
vous n'êtes pas encore un vrai chercheur universitaire. Vous allez voir ce que je veux plus pour un chercheur universitaire. Pour l'instant, vous êtes passionné pour la recherche, vous avez pris des bonnes habitudes de recherche, mais pour devenir un vrai chercheur, il va falloir satisfaire une condition de plus. Et donc, je dis donc que si on souhaite passer le cap de passe-temps ou d'objet de curiosité, la recherche scientifique doit être professionnalisée, au sens étymologique où ça doit devenir une profession. Et donc, la première conséquence de cet énoncé, c'est que les chercheurs, je reviendrai sur ce qui est en parenthèse, considérés en tant que professionnels de recherche, doivent être génie rétribués, mais génie rémunérés. Vous comprendrez que c'est un mot que j'aurais voulu écrire, je l'ai mis en parenthèse parce que je ne suis pas dans un discours de nature politique, mais il faut qu'il y ait une forme de rétribution pour le temps mis à faire de la recherche, pour le travail effectué par le chercheur à ce titre. Et présentement, on en a discuté beaucoup quand on a tenu nos activités d'un séminaire dans le cadre du management de la recherche du Collège doctoral d'Haïti. Ce statut d'enseignant-chercheur n'est pas encore clairement défini. Et par conséquent, j'ai des chercheurs qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Alain, c'est bien beau que tu nous passes 80 000 € pour faire notre recherche sur 2 années. Ça va nous aider, oui, à développer ça. Mais moi, j'ai travaillé 20 heures par semaine et à mon université, j'ai toujours autant d'heures à faire pour donner les cours et toutes les autres fonctions qu'on me demande. Alors, 20 heures par semaine, après 2 ans, j'y arriverai plus, j'ai une famille, etc., j'ai d'autres aspects. Et donc, c'est là qu'on doit penser à mettre en place des mécanismes qu'on retrouve dans d'autres pays, où l'enseignant qui fait de la recherche est libéré d'autres fonctions d'enseignant. Peut-être lui demander, parce que justement, tu as un programme de recherche bien établi, structurant pour le pays, structurant pour l'université du pays, pour former des chercheurs, peut-être être libéré d'un certain nombre d'heures ou de cours à enseigner. Et donc, c'est ce que je mentionne, la première conséquence, si on veut permettre à la recherche scientifique d'un pays d'être professionnalisée, c'est que les gens qui le font soient considérés comme des professionnels de ce secteur-là, et donc, comme tout professionnel, qui soit rémunéré pour le travail effectué. Oui, je suis conscient que ça prend de l'argent, mais mettre en place une recherche scientifique dans un pays, ça coûte de l'argent, c'est pas possible, il n'y a pas de possibilité d'en faire au niveau des individus. Si je veux développer une recherche scientifique. Alors, la question qu'on va se poser, alors je me place toujours pour les 4 questions du point de vue de l'université. Je me mets dans la peau d'un directeur comme Patrick Atil, et lui, il voit venir des étudiants. Il dit au niveau des individus, que devient la question qui était posée? Eh bien, c'est comment faire évoluer un étudiant du statut de chercheur novice à chercheur professionnel. J'ai un étudiant qui vient faire un premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle chez moi. Comment est-ce que j'amène cet étudiant-là à passer de chercheur novice quand il arrive à 18-19 ans dans le milieu à celui de chercheur professionnel quand il sort à l'extérieur? Si je pose la question, toujours du point de vue de l'université, au niveau des structures universitaires, la question pour quelqu'un comme Patrick est de se dire comment structurer l'université afin de produire des chercheurs professionnels. S'il pose la question à l'État, comment être soutenu, toujours dans la peau du directeur de l'université du recteur, comment être soutenu pour la mise en place d'une recherche universitaire de qualité? Et au niveau des secteurs publics-privés, dans quelle mesure ces secteurs peuvent-ils contribuer à la mise en place d'une recherche universitaire de qualité au sein de mon université? Donc ça, ce sont les questions déclinées selon à qui on pose la question, qui donc est formulée en question. J'ai mis recherche universitaire en italique, et je veux ici distinguer d'une recherche universitaire d'une autre recherche. J'ai moins de temps de vous poser la question, et en vous pressé par le temps, je vais vous donner ma réponse. Mais vous pourrez vous poser la question, y a-t-il une différence entre une recherche universitaire et une recherche qui serait faite dans une entreprise privée? Par exemple, Digicel à côté ont besoin de développer des produits, ils engagent des chercheurs viennent travailler chez Digicel et ils ont un nouveau produit, répondre à certaines problématiques. Est-ce qu'il y a une différence entre faire de la recherche chez Digicel et faire de la recherche dans un milieu universitaire? La réponse est oui. Et la réponse est, quand on fait de la recherche universitaire entre chercheurs, il doit y avoir un troisième individu dans la pièce, et c'est l'étudiant. Dans une université qui est soutenue financièrement, par quelque moyen que ce soit une université privée ou publique, l'objectif premier des universités, c'est de former des gens, de former des étudiants. Et les étudiants, comment peuvent-ils devenir chercheurs s'ils sont exclus des discussions entre chercheurs? Il n'y aura pas de progrès. Et donc, il faut être dans une situation où, quand
et c'est le cas d'Einstein. Si vous regardez par exemple Einstein quand il faisait sa recherche, vous allez voir dans les photos qu'il y a toujours 2-3 personnes en arrière de lui, des plus jeunes, ce sont des étudiants. Ils sont toujours autour des chercheurs, toujours là à essayer de se coller aux questions posées par les professionnels de la recherche. Donc la recherche universitaire implique la présence des étudiants. J'ai déjà vu des collègues, j'ai déjà eu des collègues qui ont dit « Ah, c'est embêtant, les étudiants, ça me ralentit. » Non, tu es dans une université, il faut que les étudiants soient là, c'est impératif. Alors que chez Gisèle, lui, il veut faire fonctionner sa business. Alors, il va prendre les meilleurs chercheurs de la planète pour répondre à sa question. Des fois, il y aura des étudiants, il va avoir des stagiaires et autres, mais ce n'est pas une contrainte qui lui est imposée par le système. Alors, prenons les questions une par une. Je vais le faire assez rapidement. Comment faire évoluer un étudiant de chercheur novice à chercheur professionnel? Eh bien là, on est rendu à une très belle époque. Je peux vous dire que vous êtes, en 2015, les chevaliers de l'histoire de l'humanité. Et ça sera encore mieux en 2020 et ça sera encore mieux en 2025. Avec Internet, avec l'internationalisation, on est rendu aujourd'hui avec une multitude de façons d'être sensibilisé à la recherche universitaire. Si aujourd'hui, j'avais eu le temps de m'installer, si j'avais eu le temps de planifier depuis 2-3 jours correctement ma présentation, j'aurais voulu un écran, vous voyez à droite, où on projette, je ne sais pas moi, des cellules humaines ou des animaux, pour vous montrer la beauté de la nature, vous voyez. Puis sur un autre écran, ça aurait pu être toutes les technologies, Silicon Valley, tout ce que l'homme produit d'un côté, pour essayer d'avoir une ambiance, vous voyez, créer une ambiance visuelle où vous auriez pu voir tout le génie inventif de l'humain, soit d'observer la nature ou de construire des outils technologiques pour vous montrer la beauté de la science. La science a généré, vous savez, les plus belles choses, les plus belles observations pour l'homme. Et en ce sens-là, il y a très peu à faire pour motiver les gens. Mais on a été plus chanceux dans un certain sens dans les années 60-70, je vous dirais, parce qu'à la télévision ou dans les médias, on avait la chance de voir la science plus fréquemment dans les médias. J'étais très chanceux quand j'étais jeune, je ne sais pas si c'était la même chose en France, d'autres pourront dire, il y avait des émissions scientifiques chaque semaine, 3 fois par semaine à la télévision, et ça, c'était très passionnant de voir ça. Chez nous, au Québec, on a présenté une émission qui s'appelle Découverte. Les plus jeunes, j'avais une émission, quand j'avais 7-8 ans, qui s'appelait Atomes et Galaxies. Là, on parlait de l'infiniment petit, de l'infiniment grand, on parlait des hommes qui allaient, et on était dans les années 60, 70, vous voyez, les hommes allaient sur la Lune. À 7 ans, mon père avait acheté un microscope, j'avais un télescope. Vous voyez, la science était passionnante, c'était là. Et j'aimerais ça, aujourd'hui, vous savez, avec les astrophysiciens et les autres, et les gens qui explorent l'infiniment petit, on a de si belles images qu'il me semble que c'est là que la passion se développe. Et la passion, elle se développe très jeune. Il faut pas attendre à l'université, je vais revenir un petit peu plus tard, sur cette acétate-là, c'est ce que je veux vous dire. Et donc, aujourd'hui, vous avez la chance de participer très jeune à des séminaires, des colloques, où on a mis en place depuis quelques années des compétitions universitaires au niveau national et international. On paie pour vous déplacer, vous étudiants, et aller représenter votre université dans divers secteurs. Je vais vous donner des adresses dans quelques minutes parmi des milliers d'adresses qui existent. On développe des clubs universitaires, plus juste des clubs sportifs comme à une époque où le MIT affrontait Harvard au football. Non, aujourd'hui, c'est possible de s'affronter dans des compétitions mathématiques, physiques ou d'autres natures. Des concours qui peuvent être en présentiel ou en ligne sont toujours possibles. Après le premier cycle, les étudiants vont faire une maîtrise, un doctorat, ils vont s'en aller vers une recherche professionnelle, mais ils peuvent être initiés à la recherche dès le premier cycle maintenant par le biais justement des outils que je mentionnais plus tard. Ce que je mentionne, c'est ne pas attendre au doctorat. Il est trop tard. On ne se passionne pas pour un domaine à l'âge de 19 ans, 20 ans. La passion peut être développée avant. Bien sûr, on peut la travailler après, mais la nature, vous pouvez l'observer depuis l'âge de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il n'y a pas de limite. Et tout ça, il faut baigner dans un milieu de créativité. Et donc, pour rejoindre une pensée qui est importante pour Patrick, je le sais pour en avoir discuté avec lui, il faut changer aujourd'hui notre approche pédagogique. Il faut savoir susciter, dès le départ, dès le premier jour, la créativité. Et là, je vais faire l'économie du temps. J'ai une adresse web ici où on montrait, puis peut-être que M. Étienne de Caspassoir reviendra sur des éléments similaires. On peut voir en France, avec un groupe de jeunes de 15 ans, comment aujourd'hui, pendant 1h30 par semaine, ils les amènent à créer et innover dans des secteurs technologiques, avec des imprimantes 3D et d'autres types d'outils. Je ne sais pas si Jean-Michel est ici aujourd'hui. Jean-Michel devait faire une présentation, mais bon, il aurait pu être là. Et l'objectif de cette nouvelle façon, de cette approche-là, c'est de favoriser une participation active des étudiants, mais dès leur tout jeune âge.
par la conception, réalisation de projets, rédaction de comptes rendus, d'articles scientifiques, de communication, et d'apprendre à travailler en équipe, ce qui est si important pour le travail de l'ingénieur et du scientifique de demain. Alors, des compétitions, j'en ai mis quelques-unes. En mathématiques, ils sont connus bien correctement, bien internationalement, depuis longtemps, les Olympiades internationales de mathématiques. Il y a en Amérique du Nord, le premier samedi de décembre, depuis 75 ans, le concours qu'on appelle le Putnam, le William Lowell Putnam Mathematical Competition. Et en physique, la chimie, biologie, en génétique. Des concours qui sont là pour les jeunes, dès l'âge de 12, 13, 14, 15 ans. Expo Science internationalement connue. Les jeux de génie, je vous ai donné la liste du Québec, si vous allez sur Wikipédia, vous allez avoir tous les jeux de génie de la planète. En informatique, le Facebook HackerCap, Google Code Jam, les Olympiades internationales d'informatique, Top Coder, le site Top Coder qui propose des problèmes chaque semaine, ACM. En robotique, Robot, Coupe France de robotique, DARPA, Robocop. C'est stimulant pour des jeunes, vous savez, de faire une équipe, de se préparer, de travailler et d'aller présenter ses résultats. Et pas seulement dans les secteurs dits scientifiques, mais également en sciences politiques. Par exemple, vous avez la simulation des Nations Unies maintenant qui permet à des jeunes d'aller vivre une expérience à New York où ils vont momentanément se mettre dans la peau d'un pays et discuter de relations internationales. Les jeux de commerce également dans d'autres secteurs, marketing, finance, comptabilité, fiscalité, stratégie, simulation boursière. Il y a des sites de simulation boursière maintenant qui sont des outils incroyables pour permettre à des jeunes de 12-13 ans à s'initier au domaine de la finance et qui sont en ligne. En 2020, ça sera encore mieux qu'en 2015, mais je peux vous dire qu'en 2015, c'est merveilleux par rapport à aujourd'hui. Il y a un progrès inimaginable dont on peut profiter aujourd'hui juste en étant connecté à Internet. Et des compétitions, ben, il y en a depuis tout le temps en musique, en art, et ensuite d'autres activités comme génie en air ou des débaratoires ou des jeux et des concours en ligne. Ces compétitions sont-elles seulement pour l'élite, les doués, les surdoués? Absolument pas. Ils sont d'abord pour les gens qui sont passionnés. Alors ça, c'est au niveau des individus. Maintenant, si on se place au niveau des institutions universitaires, la question est comment se structurer pour former des chercheurs professionnels. Et là, je vais vous parler de l'initiative d'Haïti. À la demande de 2 universités, en novembre 2011, a été signée une convention de travail qui instituait donc le Collège doctoral d'Haïti. Et c'est à la demande de l'Université d'État d'Haïti, en la personne même de Jean-Pierre Henry, son recteur, et de l'Université de Quisqueya, son recteur étant Jacques Marc. Et cette convention-là a été signée en présence de l'AUF et de l'ambassade de France en Haïti. Alors, le temps que ça démarre, c'est vraiment démarré fin 2012, début 2013. Et les grands premiers chantiers de travail du collège doctoral ont été bien sûr de soutenir financièrement les doctorants, certains doctorants faisant partie du collège doctoral, mais également les laboratoires de recherche, qui sont eux des structures de recherche situées au sein des universités, et les écoles doctorales, qui sont des structures de nature académique, logées au sein des universités, et qui encadrent le doctorant dans son cheminement, cursus, examen prédoctoraux, recherche, évaluation et diplomation. Donc, notre travail a été depuis 2-3 ans, avec le directeur scientifique du collège doctoral, Evan Samuel, qui va être ici cet après-midi, de réfléchir à toutes sortes de mécanismes pour renforcer ces éléments-là qui retiennent notre attention. Et notamment, au début de 2015, on a évalué, et c'est la première fois que ça se faisait en Haïti, les quatre laboratoires de recherche d'université. Un laboratoire de la DIRECT qui est logé au sein de l'Université d'État, 2 laboratoires au sein de Quisqueya et un laboratoire, le CITER, qui est au sein de l'École supérieure d'infotronique. Et l'objectif d'une évaluation, ce n'est pas de dire c'est un bon laboratoire, c'est un mauvais laboratoire, c'est de faire le constat par un groupe d'experts internationaux qui vient passer une semaine avec les gens, les acteurs terrain du laboratoire, qui vient et qui l'examine sous toutes sortes d'angles. Ont-ils les instruments nécessaires pour leur développement? Sont-ils bien réseautés internationalement? Quel est leur programme de recherche, etc. Et là, ils posent des questions sous toutes sortes d'angles, ils analysent, et à la fin, ils viennent avec un cahier de recommandations pour dire, ben, voici peut-être des étapes que vous pourriez suivre pour poursuivre votre développement. Et le travail s'enchaîne, les laboratoires font l'exercice ensuite de réécrire leur programmation scientifique, et voilà, l'évolution est mise en place. Donc, voilà, ça a été un soutien de l'AUF au collège doctoral
de permettre l'évaluation des laboratoires et de faire en sorte que la recherche augmente en qualité pour les enseignants et les étudiants faisant partie de ce laboratoire. Donc, voilà une approche, c'est peut-être pas la seule qui est à mettre en place, voilà une initiative, mais la beauté de cette initiative-là, c'est qu'elle est ancrée au sein des universités. J'ai des doctorants qui sont là-dedans, ils vont ou non devenir docteurs, c'est pas tout le monde qui s'engage dans un doctorat qui devient docteur, mais en bout de ligne, les universités qui en font partie, les laboratoires, les écoles doctorales, elles vont être mieux structurées. Et c'est ça qui est important, c'est la structuration. À la fin, qui en découle. Les deux derniers points, j'y passe plus rapidement. Comment être soutenu pour la mise en place d'une recherche universitaire par l'État? Il pourrait y avoir la création d'un Fonds national de recherche. Ça s'en vient progressivement en Haïti. Le fonds RED a été développé présentement pour deux secteurs, l'éducation et l'agriculture principalement. Mais on pourrait imaginer qu'un Fonds national de recherche vient et permet de couvrir davantage de secteurs de recherche. Et dans quelle mesure les secteurs publics et privés peuvent-ils contribuer à la mise en place d'une recherche universitaire de qualité? Bon, il y a toutes sortes de moyens qui sont plus ou moins... Et ça peut être l'accueil de stagiaires, par exemple, qui seraient des stagiaires qui font de la recherche, qui viendraient au sein d'une entreprise publique ou privée. Ça peut être par le cofinancement de projets de recherche. Une entreprise est intéressée à développer de la recherche dans un secteur spécifique, il demande à l'université, pouvez-vous m'accompagner dans le processus. Ça peut être par une participation et le soutien à la création d'incubateurs d'entreprises, par exemple, etc. Je vais juste revenir sur un élément, je suis passé un peu vite sur une assiette tout à l'heure, une diapositive. La recherche universitaire, j'ai parlé qu'on doit professionnaliser la recherche universitaire, mais il faut comprendre que la recherche universitaire n'a pas le mandat d'être une recherche professionnelle. C'est deux choses très différentes que je suis en train de dire. Qu'une institution, qu'un directeur ou qu'un recteur de l'université veuille faire en sorte qu'il offre des conditions professionnelles à ses enseignants-chercheurs pour faire de la recherche, ça, c'est son mandat. Mais la recherche faite par un étudiant au doctorat, il n'est pas encore docteur. Il n'a pas besoin d'être une recherche professionnelle. Ça coûte trop cher, une recherche professionnelle. L'étudiant au doctorat, il est mandaté d'avoir une idée, de mettre à jour cette idée-là, mais le produit qui en découle n'a pas besoin d'être un produit professionnel. C'est la tâche, la mission des entreprises, que de prendre ces idées-là et ensuite d'en faire un logiciel qui est libre d'erreur, par exemple, ou d'en faire un produit quelconque, peu importe le domaine, qui est de nature professionnelle. Ça coûte très cher entre une idée, et c'est l'objectif de l'innovation, de passer de l'idée au produit final, et ce coût-là est trop dispendieux pour les universités. Donc, il prend trop de temps. Ça peut prendre 7 ans, 10 ans, 20 ans avant de passer d'une idée à un produit professionnel. Donc, c'est très important de faire cette nuance-là. Et donc, dans une certaine mesure, les entreprises ne peuvent pas s'attendre par l'accueil de stagiaires ou par la création d'incubateurs d'avoir des produits qui peuvent mettre dans les mains du consommateur tout de suite. Donc, il y a encore une étape, et là, c'est le coût, c'est l'objectif des entreprises. Il en revient aux entreprises pour le reste. Et donc, en conclusion, je vous dirais plutôt en conclusion ou quelques constats, il faut faire valoriser très jeune la créativité. Jouez-vous aux échecs. Y a-t-il des clubs d'échecs au primaire, au secondaire, dans les écoles haïtiennes? Je ne sais pas. Jouez-vous aux cartes. Jouez-vous. Les jeux sont les meilleurs outils pour les jeunes, pour développer déjà une critique par rapport à une certaine situation. Il faut jouer. Si on veut être créatif, il faut jouer. Ça passe par là. C'est le travail de l'enfant. Je me souviens de ma fille à 18 mois, une fois j'essayais de la déranger pour venir manger. Elle jouait. J'avais l'impression de la déranger comme j'aurais dérangé le PDG d'une entreprise, puis lui dire, viens, il faut qu'on se parle, on va aller jouer au golf, n'importe quoi. Non, elle travaillait. On se développe par le jeu, c'est important de jouer. Et c'est là que la première créativité s'exprime chez l'humain. Créer des conditions d'apprentissage qui nécessitent que l'étudiant soit actif dans son apprentissage. L'approche projet est quelque chose de connu maintenant. Au Québec, l'Université Sherbrooke en avait fait son image de marque. Mais j'aurais bien voulu vous montrer une petite vidéo tout à l'heure. Et aujourd'hui, il y a 1000 façons d'amener les gens. Enseigner, c'est quelque chose. Vous voulez être enseignant. Mais enseigner, c'est de moi vers vous. C'est dans cette direction-là. Ah, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que vous soyez compétent.
Donc, vous devez apprendre. Donc, la bonne question qu'ont posée les pédagogues des années 70-80, c'est de dire, c'est plus des conditions d'enseignement qu'on veut voir en classe, ce sont des conditions d'apprentissage. Einstein l'avait mentionné lui-même dans une phrase qui est devenue célèbre. Il dit, je ne suis pas un enseignant, je réunis dans ma classe les conditions favorables à ce que les étudiants puissent apprendre. Donc, ça, je ne sais plus, dans les années 1915-1920, déjà, c'était questionné. Les conditions, c'est l'apprentissage. Vous, pouvez-vous apprendre? Moi, je peux écrire les plus belles notes possibles, m'exprimer le mieux possible. Si vous n'êtes pas capable d'apprendre, on passe à côté de l'objectif. Quand on a une classe, d'avoir un enseignant et des gens qui apprennent, on veut que les gens aient appris à la fin. C'est ça l'objectif. Il ne faut pas perdre de vue. 3. Définir et clarifier le statut d'enseignant-chercheur et les conditions de travail associées. Hyper important, il faut y venir. Je pense qu'on y est maintenant en Haïti. Les chercheurs que je côtoie de plus en plus me disent avancer pendant que ça passe. Poursuivre le développement des structures de formation universitaire à la recherche. Alors, on veut développer des chercheurs, mais nous, on développe des programmes de recherche, des programmes de formation, donc de poursuivre le développement des structures qui permettent de développer la formation universitaire à la recherche. Et finalement, bien, comme dans tout pays, il faut pérenniser le soutien à la recherche universitaire. Et là, c'est des questions qui touchent à l'État, aux entreprises, etc., pour le bénéfice, évidemment, des citoyens. Je vous remercie de votre attention.